Allez, c'est parti pour ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui nous concerne absolument tous et on va le faire de manière hyper simple. L'idée, c'est de décortiquer les vraies mécaniques de la richesse moderne et de comprendre un peu cette pression sociale qui nous pousse, presque malgré nous, à toujours dépenser plus. Et je vous rassure tout de suite, pas besoin d'être un génie de la finance ou d'avoir fait de longues études d'économie pour suivre. Le but aujourd'hui, c'est vraiment de rendre ces concepts accessibles pour qu'on puisse tous voir comment reprendre le contrôle de notre avenir financier. Bref, on va regarder comment ça marche, étape par étape. On va commencer directement avec un chiffre qui fait vraiment réfléchir. 80%. 80%, c'est la proportion de Français qui ont le sentiment que leur niveau de vie a chuté au cours des 10 dernières années. Alors oui, entre les loyers qui crèvent le plafond, le plein d'essence qui fait mal et les courses qui coûtent de plus en plus cher, on est tous d'accord, la réalité économique est compliquée. Beaucoup de gens finissent le mois avec une boule au ventre. Mais, et c'est là que ça devient fascinant, cette sensation de baisse de niveau de vie n'est pas juste la faute de l'inflation. C'est aussi profondément lié à nos choix de vie, à nos habitudes et à cette fameuse pression sociale. En fait, le problème, ce n'est pas toujours le montant qui tombe sur notre compte en banque, c'est surtout la façon dont il en ressort. Parce que, soyons honnêtes, la société moderne nous vend une sacrée illusion. Depuis qu'on est tout petit, et encore plus aujourd'hui quand on scrolle sur les réseaux sociaux, le message est martelé en permanence. Consommer, c'est réussir. On nous met dans la tête que le succès, ça se mesure à la taille de la maison, au logo sur la voiture ou à la montre qu'on porte au poignet. Et le truc avec la publicité, c'est que son but premier, ce n'est pas de nous informer, c'est de créer un manque. C'est de nous montrer une vie de rêve pour nous faire croire qu'on rate quelque chose si on n'a pas le dernier objet tendance. Le résultat de tout ça, on achète pour faire comme les autres et on finit par vivre juste pour payer nos factures, plutôt que de vivre pour exister réellement. Et c'est exactement là qu'on tombe dans ce qu'on appelle l'inflation du style de vie. C'est un concept crucial à piger. Le truc le plus dingue avec ce piège, c'est qu'il est totalement invisible. C'est presque automatique. On gagne un petit peu plus d'argent et paf, naturellement, on dépense un peu plus. Sur le moment, ça donne une super illusion de confort. On se dit chouette, je vis mieux. Mais en réalité, ça bloque complètement la construction d'une vraie sécurité financière à long terme. On a l'impression d'avancer, mais à la fin du mois, la capacité à mettre de l'argent de côté reste exactement la même, c'est-à-dire, bien souvent, proche de zéro. Prenons un exemple super concret pour voir comment ça se passe dans la vraie vie. Imaginez quelqu'un qui démarre sa carrière à 2000 € par mois. Bon, il fait attention, il gère bien. Puis vient l'étape 1. Super nouvelle, une promotion. Le salaire passe à 2500, puis peut-être à 3000 € quelques années plus tard. C'est là qu'arrive l'étape 2. Le train de vie s'adapte. On prend un appartement avec une chambre de plus, on change de voiture pour prendre le modèle au-dessus, on accumule 3 ou 4 abonnements de streaming, on fait plus de restos, et finalement, on arrive à l'étape 3. Malgré un super salaire, il ne reste plus rien à épargner à la fin du mois. Chaque euro gagné en plus a été instantanément englouti par de nouveaux besoins qui, entre nous, sont souvent totalement artificiels. Mais ce qu'on oublie de nous dire, c'est que ce style de vie a un coût caché absolument toxique. En voulant toujours plus, on se construit soi-même une prison dorée. Parce que plus on monte en gamme dans notre quotidien, plus il faut de l'argent pour maintenir ce niveau. Et pour le maintenir, qu'est-ce qu'on fait? On accepte des horaires à rallonge, on serre les dents face à des bosses parfois compliqués, et on accumule une dose de stress monumentale. Et tout ça pourquoi? Principalement pour rembourser des crédits sur des objets qu'on possède déjà. C'est un cercle vicieux qui épuise mentalement et qui, au fond, ne mène nulle part, si ce n'est à essayer d'impressionner des gens qui s'en fichent royalement. Faisons un petit comparatif très simple. C'est le meilleur moyen de casser les idées reçues, surtout quand on n'a pas l'habitude de parler d'argent. Prenons 2 personnes qui gagnent toutes les deux un excellent salaire de 4000 € par mois. Le profil A fait le choix de vivre de manière plus mesurée et arrive à mettre 2000 € de côté tous les mois. Le profil B, lui, claque absolument tout pour maintenir un standing hyper élevé et n'épargne zéro. Le constat, il est sans appel. Un gros salaire, ça ne veut pas dire être libre. Le profil A, dans 10 ans, pourra très bien décider de tout plaquer ou de changer de vie s'il en a envie. Le profil B, par contre, il est coincé. Il est totalement dépendant de son prochain salaire pour faire tourner la machine. Il y a une idée forte qui ressort souvent de ces observations, et c'est vraiment le cœur de ce décryptage. En fait, la vraie richesse, la vraie de vraie, elle est silencieuse. Elle ne se voit pas sur des photos Instagram. Elle se construit discrètement, loin du besoin maladif d'en mettre plein la vue aux autres. Les gens qui s'en sortent le mieux financièrement, ce sont souvent ceux qu'on remarque le moins. Ils ont compris un truc fondamental, avoir le contrôle total de son temps. Pouvoir choisir ce qu'on fait de ses journées, ça a infiniment plus de valeur que d'avoir le dernier smartphone hors de prix dans la poche. Bon, on fait quoi alors pour inverser la tendance? La solution, elle tient en quelques mots. Vivre en dessous de ses moyens. Et là, attention, je vous arrête tout de suite, il ne s'agit pas du tout de se serrer la ceinture à en avoir mal au ventre ou de manger des pâtes tous les jours. Pas du tout. C'est un choix stratégique. L'idée, c'est juste de dépenser un peu moins que ce qu'on gagne pour se créer de l'air. C'est cette petite marge de manœuvre qui permet d'enlever la pression, de ne plus faire de crise d'angoisse si la voiture tombe en panne ou si l'on perd son boulot. C'est tout simplement se créer un filet de sécurité pour amortir les coups durs de la vie. Et c'est justement cette fameuse marge de manœuvre qui va faire toute la différence. C'est là qu'on découvre ce qu'on appelle l'effet boule de neige. Alors ça a l'air technique, mais c'est hyper basique. Quand on ne dépense pas tout,
on peut investir le reste. Et avec le temps, grâce aux intérêts composés, l'argent qu'on a mis de côté commence à générer son propre argent. Pas besoin d'être millionnaire pour commencer, c'est ça la bonne nouvelle. Bâtir un patrimoine, ça ne demande pas de gagner au loto, ça demande juste d'être régulier, d'avoir un peu de discipline et de laisser le temps faire son travail. Pour bien visualiser, j'adore utiliser la métaphore du jardinage. C'est exactement le même principe. Au tout début, disons le premier mois, c'est comme planter une petite graine. On met 50 ou 100 balles de côté. Honnêtement, on a l'impression qu'il ne se passe rien, ça paraît super lent. Mais vers la 3e année, les racines commencent à être solides. Les versements réguliers commencent à former un vrai petit capital. Et puis, après 10 ans ou plus, boum, c'est l'épanouissement total. La courbe de croissance s'accélère. Arrive un moment où l'argent investi rapporte presque plus que le travail qu'on fournit au quotidien. Ça démarre doucement, mais ça devient une force incroyable. Alors je sais, pour beaucoup de gens, le mot investissement, ça fait peur. On s'imagine tout de suite des écrans partout et des traders qui hurlent. Mais il faut vraiment démystifier ça. Il y a des outils super simples qui existent. Le PEA par exemple, le plan d'épargne en action. C'est génial en France parce que ça offre de gros avantages sur les impôts quand on investit sur le long terme, surtout via des ETF qui sont juste des paniers d'actions diversifiés. Il y a aussi le CTO, le compte titre ordinaire qui permet d'investir un peu partout dans le monde et d'automatiser tout le processus. Franchement, on n'a pas besoin d'être un expert de Wall Street, on choisit un outil, on programme un petit virement automatique tous les mois et on laisse tourner. C'est aussi simple que ça. Au final, tout ça c'est avant tout un énorme changement de mentalité. Il faut voir l'argent pour ce qu'il est, un simple outil. Et cet outil, on a 2 façons de s'en servir. Soit on achète du confort immédiat, des gros gadgets, des voitures neuves à crédit, bref, des choses qui perdent de la valeur et qui nous obligent à continuer de courir dans la roue pour payer les dettes. Soit on choisit d'acheter de la liberté. On investit, on se crée un filet de sécurité, on génère des revenus alternatifs. Le confort, ça achète des contraintes futures. La liberté, par contre, ça achète le droit de choisir ce qu'on fera de nos journées de demain. Et voilà, on arrive à la fin de ce décryptage. La prochaine fois que l'envie de faire un achat compulsif pointe le bout de son nez, je vous invite vraiment à vous poser cette simple question. Est-ce que ce truc va vraiment améliorer ma vie de tous les jours ou est-ce que c'est juste une nouvelle chaîne dorée que je suis en train de m'accrocher au pied ? Changer son rapport à la consommation, c'est d'abord changer sa façon de voir le monde. Et garder ça en tête, croyez-moi, ça peut littéralement transformer votre avenir financier. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très vite pour explorer de nouveaux sujets.